tous, bonjour à tous, merci de prendre place pour cette session consacrée à la géopolitique des blocs ou à la tectonique des plaques de la mondialisation. Dès que tout le monde est installé, nous allons pouvoir commencer et je voudrais donc vous présenter nos panélistes en commençant par Arantxa González Laya, qui est notre coordinatrice aujourd'hui et qui est l'ancienne ministre des Affaires étrangères d'Espagne. Je vous demande de l'applaudir. À ses côtés, Jean-Marc Olanier, qui est le directeur général d'Accenture Europe, Afrique, Moyen-Orient. On l'applaudit bien fort. Mélissa Bell, qui est la correspondante pour l'Europe de CNN, basée à Paris. Mélissa Bell. Hubert Védrine, que vous connaissez tous, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Hubert Védrine. Et Sir Peter Ricketts, qui est l'ancien ambassadeur de France, de Grande-Bretagne en France, et qui est maintenant à Londres, à la Chambre de l'Or. Je vous demande de l'applaudir. Et pour commencer cette session, je vous propose d'écouter l'ancienne ministre des Affaires étrangères espagnole, Arantxa González Laya. Arantxa, c'est à vous. Merci beaucoup, Ulysse. Ce n'est pas un sujet facile, mais on va essayer de décrypter si le moment géopolitique qu'on vit aujourd'hui va nous mener vers un nouveau moment des blocs. Alors, je dirais pour commencer qu'on est dans un moment de grande confusion, où il y a des forces qui tirent dans des sens différents, où on n'arrive pas à voir vers où on va. Et donc la question, c'est essayer de comprendre ces forces pour avoir notre mot à dire, donc la manière dont on va les façonner. Je voudrais parler des trois forces, brièvement. D'abord, la force de la géopolitique. D'un côté, une énorme rivalité entre Chine et les États-Unis qui nous font imaginer un monde bipolaire, un monde fragmenté en des morceaux. Mais à côté de ça, la montée de toute une série de puissances, l'Inde, l'Indonésie, le Brésil, la Turquie, l'Arabie saoudite, qui cassent ces logiques de deux blocs, en jouant entre les deux blocs, en créant des passerelles, en déployant des politiques transactionnelles pour essayer d'avoir des uns et des autres. Deuxième force, c'est la force de la géographie. On voit dans les écrans de nos TV l'Est et l'Ouest, la Chine et les États-Unis, aggravés par la guerre russe en Ukraine, Est-Ouest. Donc les centres d'intérêt, c'est la technologie, qui est celle qui façonne ces relations, la technologie qui va permettre à l'un ou l'autre d'avoir l'hégémonie dans le futur. Mais à côté de l'Est et de l'Ouest, il y a aussi le Nord et le Sud. En Sud, dont les préoccupations sont un peu différentes. C'est la dette et c'est les changements climatiques. Troisième force, c'est l'économie. D'un côté, les champs pour les découplages, les champs pour restreindre le commerce international, notamment des technologies, qui est déjà en train d'avoir un impact, mais en même temps un commerce international qui marque des records, notamment entre la Chine et les États-Unis. 690 milliards juste l'année passée, tout un record. Donc un alignement géopolitique qui ne se voit pas en termes encore, au moins, en termes économiques. Et dans tout ça, Ulysse, pour terminer, une grande question qui est quel va être le rôle de l'Union européenne? Est-ce qu'elle peut jouer cet espace entre géants, entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord et le Sud? Est-ce qu'elle peut être les garants d'un système commercial international basé sur deux règles? Questions, toutes des questions, mais maintenant je suis sûre qu'on va avoir plein de réponses. Ulysse, à toi. Merci beaucoup. Alors, puisque vous parlez de l'Europe, Arantxa, je vais donner la parole tout de suite à Peter Ricketts, qui vient de donner sa perspective. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme vous le dites, on est dans un moment de grande confusion. Rien n'échappe à l'incertitude et surtout pas à la géopolitique, avec deux risques majeurs pour nous, enfin même trois.
D'abord, le risque de nouveaux conflits. On est déjà confronté à un conflit en Ukraine qui pourrait s'étendre ailleurs en Europe. C'est déjà une vraie menace. Il y a un risque de fragmentation du monde, on l'a vu, hein, avec des logiques de bloc contre bloc. Il y a un mot, une expression qui fait florès depuis quelque temps, c'est le Sud global, Global South. On parle des pays non alignés, mais aujourd'hui, la formule à la mode, c'est le Sud global. Qu'est-ce que c'est que le Sud global? Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Il y a donc aujourd'hui un risque de fragmentation du monde. C'est pour ça qu'on a intitulé cette table ronde la tectonique des plaques. Mais il y a aussi un autre risque, hein, c'est la course de vitesse entre le réchauffement climatique et la transition énergétique qui est en cours un peu partout dans le monde et qui prend du temps. Alors, voilà les enjeux qui sont dressés. Monsieur l'ambassadeur, Sir Peter Ricketts, vous, quelle est votre perspective? Comment vous voyez ce monde en pleine confusion? Et est-ce que l'Europe peut jouer un rôle pour assurer une forme de stabilité? Merci. Merci bien, Ulysse. Quel plaisir d'être de retour à Aix. Commençons par le positif. La guerre en Ukraine a déjà été un désastre stratégique pour Poutine. L'OTAN ressort plus fort, plus uni, plus grand. Les divisions dans l'élite russe sont de plus en plus claires. Le sommet de Vilnius la semaine prochaine va faire une mise à jour de système de défense et de dissuasion le plus important depuis la guerre froide. Le courage des Ukrainiens et l'armement occidental a détruit le mythe de l'invisibilité russe. Ça, c'est très important et ça nous met dans le fin de régime de Poutine. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais ce sera maintenant, on est sur le fin de régime. En Europe, nous avons libéré de la dépendance sur l'énergie russe. C'est déjà quelque chose de stratégique. Le Zeitenwende est en train de se répandre sur presque tous les pays de l'Union européenne. L'Europe puissance, tellement souhaitée par nos amis français, est en train de prendre forme. Trop lentement peut-être, mais ça arrive. Même les relations Union européenne-Royaume-Uni sont en train de s'améliorer après le traité de Windsor. Mais cette unité occidentale est fragile. Est-ce qu'on peut compter sur la solidarité des contribuables européennes et américaines pour augmenter les budgets de défense durablement pour cet énorme coût de reconstruction en Ukraine? Biden est en train de mettre en place des politiques clairement protectionnistes avec le IRA et si Trump revient au White House. Et alors, comme Arantxa a dit, il y a la question très importante, c'est la confrontation croissante entre les États-Unis et la Chine, une confrontation qui est dans le domaine économique, financier, technologique et digital. Pour le moment, l'Union européenne, le Royaume-Uni, nous avons des politiques en Chine assez convergentes. Mais est-ce qu'on peut continuer à éviter de faire les choix? Et il y a aussi cette question des pays non alignés. Je préfère non alignés parce qu'il y a aussi l'Inde qui est dans le nord, mais a choisi, comme l'Afrique du Sud, comme le Brésil, comme l'Arabie Saoudite et d'autres, de ne pas prendre place à côté de nous sur la question de l'Ukraine, qui ne considèrent pas que l'état de droit international, des rules-based order, servent à leur intérêt. Ça, c'est vraiment une sonnette d'alarme pour nous tous et il faut tenir compte. Alors, ça m'amène à une question pour laisser le temps pour ce qui va venir, les questions surtout des jeunes. Bien sûr, on va trouver notre place entre l'USA et la Chine. S'il arrive à une guerre en Taïwan, on sera du côté américain. On ne peut pas se rester à l'écart de ça, Monsieur le Président français, mais avant ça, on peut faire nos choix. Alors ma question, est-ce que c'est vraiment le moment de pousser la question d'autonomie stratégique européenne? Stratégique, oui, il faut penser stratégie en Europe long terme, mais autonome, l'heure n'est pas à l'autonomie, à mon avis, c'est aux alliances. En Europe transatlantique, aussi alliance
avec les pays alliés en Asie, l'Australie, le Japon, la Corée du Sud. Et pour les pays non alignés, il faut les écouter mieux, il faut les comprendre, il faut montrer que leurs priorités, comme le changement de climat, sont nos priorités aussi. Et surtout que l'état de droit est dans leur intérêt. C'est encore une raison pour que Poutine doive perdre cette guerre durablement. Merci. Merci, Sir Peter Ricketts. Alors, vous mentionnez effectivement la question majeure pour l'Europe, l'autonomie stratégique. Vous avez mentionné le rôle de l'OTAN et le renforcement de l'OTAN après le début de l'intervention russe en Ukraine. Alors, Mélissa Bell, vous qui êtes donc journaliste, je le répète, correspondante de CNN à Paris pour l'Europe, on est à quelques jours de ce sommet de l'OTAN qui a une importance capitale compte tenu du conflit en cours, mais aussi pour savoir si effectivement l'OTAN pourrait ouvrir ses portes à l'Ukraine. Comment cette perspective est vécue et est-ce qu'aux États-Unis, on parle de cette possibilité et surtout comment voit-on cette volonté européenne d'avoir sa propre autonomie stratégique ? Sa propre autonomie, on en a parlé, Lord Ricketts mentioned, tout le rassemblement qui a eu lieu sur la première année de cette guerre presque inattendue, l'OTAN qui s'est retrouvée unifiée comme elle n'avait jamais été, galvanisée du côté de ses idéaux, de la démocratie libérale. Et pourtant, je trouve que plus ça s'inscrit dans la durée, plus cette ligne de front qui fait 1000 km se fige, plus on attend que la détermination de Moscou ou des alliés diminue, et c'est inévitable, plus les divisions internes naturelles de l'OTAN vont se faire voir et vont se sentir, notamment la semaine prochaine à Vilnius, les Suédois qui brûlent le Coran, les Turcs à qui ça ne peut pas plaire, et les forces qui étaient là avant. En 2019, c'était Macron qui avait déclaré que c'était brain dead. L'OTAN a vécu un sursaut qui était né du fait de partir en guerre, qui était né du fait de défendre des idéaux soudainement attaqués, the World's Rules-Based Order. Mais plus ça dure, plus finalement ce conflit aura plus montré les vraies failles pour ce qui est du côté des alliés, des Occidentaux, de leurs faiblesses. Vous parliez des BRICS tout à l'heure. Vous parliez des BRICS, on parle des 2/3 de la population mondiale, 50% de l'économie mondiale, qui aujourd'hui sortent de tout ça, eux-mêmes bien plus conscients de leurs forces. Quelque part, ça aura sonné le glas, cette confrontation en Ukraine, de l'idée que nous avions, post-Deuxième Guerre mondiale, de nos certitudes, de l'ordre naturel, de l'avancée de la démocratie, de l'ordre libéral. Et je pense que la contestation est d'autant plus importante, comme tu le disais Ulysse, que les pays dont on parle s'intéressent moyennement à cette guerre régionale, s'intéressent beaucoup plus à d'autres questions qui les impactent, la crise énergétique, la crise alimentaire, le réchauffement climatique, mais cette fragmentation fait que ce sont des enjeux auxquels on ne peut encore moins s'attaquer aujourd'hui. Merci. Alors on voit bien les grands enjeux, les risques de voir cette unité autour de l'Ukraine voler en éclats, les risques de division au sein de l'Alliance Atlantique, de l'OTAN, les risques de fragmentation du monde et la remise en question de la mondialisation. Alors je me tourne vers Jean-Marc Olagnier qui est donc le patron d'Accenture pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Comment justement les entreprises font-elles face finalement à cette incertitude, à ces risques de nouveaux conflits? L'ambassadeur Ricketts a parlé d'un risque de conflit à Taïwan, donc on voit bien que le monde est comme un chaudron. Comment les entreprises s'adaptent et comment font-elles? C'est vrai que le monde est compliqué et pour les entreprises internationales, je peux vous donner ma propre expérience, c'est vrai que la géopolitique s'est vraiment invitée dans nos comités de direction, nos conseils d'administration depuis maintenant quelques années. Accenture, c'est une entreprise qui intervient dans plus de 50 pays dans le monde. On a à peu près 730 000 personnes dans le monde, ce qui fait de nous un des premiers employeurs privés. Et donc on est très impliqué sur le sud global, on est très impliqué sur toutes les différentes parties du monde. Et on regarde la géopolitique, comme vous pouvez l'imaginer, avec un grand intérêt parce que ça peut influer sur nos décisions. Alors, quelques éléments concrets sur ce qu'on a dû faire. Alors, le Covid nous a permis, bizarrement, d'apprendre beaucoup sur des problématiques de résilience parce qu'en moins d'un mois, je me souviens, il y a 3 ans, on a fait travailler toute notre entreprise à domicile, si je peux me permettre. En moins d'un mois, on a dû basculer
730 000 personnes qui travaillaient dans des bureaux. Et donc, on a appris ce que ça voulait dire de tester notre résilience en termes d'entreprise. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui nous arrive? Ce qui nous arrive, c'est que, ce qui m'est arrivé à moi, c'est qu'il y a quelques années, j'ai dû fermer la Russie. J'avais 2300 personnes en Russie. Un certain nombre sont partis. J'ai dû fermer parce que la moitié de mes clients étaient sous sanctions et l'autre moitié était en train de partir. Donc j'ai dû fermer et quelque part, je suis toujours en contact avec mes collègues, mes anciens collègues russes. L'activité continue d'ailleurs, il y a toujours de l'activité. Alors, on a essayé de se positionner par rapport à une crise de cette nature comme une entreprise citoyenne. Il se trouve que j'ai beaucoup d'Ukrainiens chez Accenture. Je suis le premier employeur privé en Pologne et j'ai beaucoup d'Ukrainiens en Pologne. Donc j'ai créé, avec le gouvernement polonais, une formation pour les femmes ukrainiennes qui étaient en train d'émigrer de leur pays. Donc c'était un moyen pour nous de préparer et d'accompagner un mouvement de réfugiés qui était majeur en Europe et sur lequel notre population d'employés était très sensible et attendait que des entreprises comme les nôtres se mobilisent. J'ai signé la semaine dernière un document qui engage notre entreprise avec d'autres de participer à la reconstruction sur le plan numérique de l'Ukraine quand on pourra éventuellement le faire dans quelques années. Mais plus généralement, je pense que ce qui se passe, c'est que le monde est compliqué, comme vous l'avez dit, c'est même un peu le bazar, on pourrait dire, pour parler entre nous. En fait, on a dû apprendre dans nos entreprises à une très grande résilience. Ce qui est important pour nous, c'est de continuer d'opérer, quelles que soient les conditions dans lesquelles on est. Et pour ce faire, moi, je suis plutôt optimiste. Je trouve que notre entreprise, comme beaucoup d'autres, ont navigué tout ça plutôt bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on doit faire, on a beaucoup parlé de résilience énergétique. C'est un sujet majeur en Europe parce que le prix de l'énergie est élevé. On a beaucoup parlé de résilience de supply chain. Je pense que vous avez tous entendu parler. Et c'est vrai que c'est un enjeu, comment on diversifie dans ce monde sa supply chain pour être sûr qu'on puisse continuer à travailler. Moi, dans mon expérience personnelle, la plus grande résilience aujourd'hui, c'est sur le monde de la cybersécurité. Parce que derrière cette tension géopolitique que des personnes expertes autour de la table parlent, il y a une guerre numérique. Le nombre d'incidents de cybersécurité sur les dernières années a explosé. Et la sécurité digitale, c'est clé parce qu'aujourd'hui, le numérique est dans toute la chaîne de valeur des entreprises, dans l'engineering, dans le manufacturing, dans la supply chain, dans la distribution. Donc, il s'agit de protéger les entreprises. Et c'est un sujet absolument majeur pour les entreprises comme les nôtres, pour toutes les entreprises à travers le monde, c'est de mieux se protéger par rapport à un nouvel enjeu, une nouvelle guerre, où les moyens sont considérables. Les entreprises doivent mettre des moyens considérables pour se protéger, non pas simplement dans les activités de sièges sociaux, mais dans l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est un élément absolument clé depuis quelques années et qui doit continuer parce que notre obsession, c'est qu'il faut être résilient. On n'est pas très sûr de ce qui va se passer, pour être très honnête, parce que les modèles macroéconomiques, on m'a tellement expliqué que l'Europe, le business allait s'effondrer pendant 2 ans. En fait, le business ne va pas trop mal. On a connu mieux, mais enfin, ça ne va pas trop mal. Donc, on ne sait pas trop ce qui va nous arriver dans les années qui viennent, parce que les modèles macroéconomiques ne sont pas excessivement clairs. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il va falloir être résilient. Il va falloir être résilient sur tous ces aspects que j'ai évoqués. Et ce sur lequel nous, on travaille le plus, c'est l'aspect numérique, parce que ça va être une guerre comme celle qu'on a pu voir et qui va continuer à se mobiliser et qui va nécessiter pour les entreprises comme les autres de s'adapter. On s'adapte, Ulysse, et on est plutôt optimiste parce que la seule chose que je me dis, mais est-ce qu'il peut nous arriver quelque chose de pire? Probablement, mais on en a vu pas mal depuis 3 ans et si on en s'est sorti plutôt bien, je suis assez confiant pour la suite, même si on préférerait un peu plus de stabilité dans ce monde que l'on connaît aujourd'hui. Merci. Donc, effectivement, on retient votre optimisme et en même temps, cette guerre souterraine est l'enjeu majeur de la cybersécurité pour les entreprises, qui est presque plus difficile à gérer qu'un conflit classique comme celui de l'Ukraine, je dirais. Alors, Hubert Védrine, pour terminer ce tour de table, est-ce qu'on est à la fin de la mondialisation? Est-ce qu'on va vers une régionalisation de la mondialisation? Et puis pour vous, je crois l'important, c'est que le monde reste dominé par le bras de fer entre Pékin et Washington, entre la Chine et l'Amérique. Alors d'abord, la mondialisation va continuer, elle continue, mais de façon très différente.
On n'est plus dans la phase de l'américano-globalisation qui a dominé les dernières décennies, avec les illusions extraordinaires de beaucoup de gens, notamment en Europe. On est dans autre chose. Mais ce n'est pas la fin, ce n'est pas la fermeture, c'est plutôt fragmentation, diversification. On ne peut même pas raisonner en termes de blocs, c'est plus compliqué. Mais je dirais qu'avant la géopolitique, pour moi, le problème numéro un, c'est la course de vitesse entre la détérioration des conditions de vie sur la planète. Je ne parle pas de la planète, je parle des êtres humains sur la planète. Détérioration des conditions de vie, il n'y a pas que le climat, il y a tout le reste. Et la course de vitesse, c'est-à-dire la réponse, c'est-à-dire l'écologisation. Comment parler autrefois d'industrialisation de tout. Tous les modes de production qui existent depuis 2 siècles, tous les modes énergétiques, tous les modes de déplacement, tous les modes de vie. Ça, c'est la course de vitesse qui va tout dominer. Et c'est une illusion de penser qu'on puisse raisonner géopolitique en dehors de ça, ou macroéconomie avec les mêmes débats tout le temps, en dehors de ça. Ce n'est plus possible. Donc ça va tout impliquer partout. Ensuite, alors je redescends dans la géopolitique. L'élément majeur, à mes yeux, ça ne change pas tous les ans. Hein. Les plaques tectoniques, c'est assez lent en fait. L'élément majeur, c'est que les Occidentaux n'ont plus le monopole. Ça fait longtemps. Ils n'acceptent pas cette idée. Pour les Américains, c'est insupportable comme idée. Pour les Européens, ils croyaient à la communauté internationale, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, on n'a plus le monopole. Sinon, il n'y aurait pas ce qu'on appelle soit le Global South, soit les non-alignés. Et la Chine ne pourrait pas défier les autres. Donc on n'a plus, et on garde une énorme puissance, une énorme richesse, une énorme inventivité, mais on ne contrôle plus l'ensemble du système. Alors dans ce système, les États-Unis veulent rester numéro 1, avec des variations de politique bien sûr, mais ils veulent rester numéro 1. Ils ne veulent pas qu'un autre devienne numéro 1, notamment la Chine. Et ils emploieront tous les moyens pour l'empêcher. Il n'y a pas d'autre candidat que la Chine, donc je cite la Chine. Donc ça structure énormément, mais de même que dans l'affaire Ukraine-Russie, où l'agression de Poutine est une évidence, il n'était soutenu que par 6 ou 7 pays, condamné par 140 pays. Mais il y a 40 pays représentant les 2 tiers de l'humanité qui n'ont pas voulu choisir. Ils n'aiment pas Poutine, ils n'aiment pas la Russie, enfin ça dépend. En tout cas, ils n'aiment pas la guerre. Ils n'ont pas voulu choisir. Ils ne veulent pas revenir automatiquement dans le camp occidental. Ça ne sert à rien de s'indigner. L'histoire est là. Même chose pour la Chine. Il y a un certain nombre de pays dans le monde qui ne veulent pas être entraînés dans l'engrenage de l'affrontement automatique par rapport à la Chine. Le président Macron a eu raison de dire qu'il fallait, il a eu tort de le dire, mais enfin il a eu raison de penser qu'il ne fallait pas être suiviste, d'autant que personne ici ne connaît ce que sera la politique américaine envers la Chine dans 10 ans. Qui sera président? Sur quelle base? Est-ce que la question de Taïwan n'aura pas disparu, pour d'autres raisons? Donc on est dans une situation mondiale où il y a des camps marqués, mais aussi des tas de gens, ça peut être les non-alignés, les Européens sur l'affaire de la Chine, qui veulent bien devenir plus vigilants, de ne pas être entraînés automatiquement dans quelque chose. Donc on a affaire à un monde qui est pas complexe, qui est assez facile à décrire, mais qui est dur à prévoir, qui est chaotique et qui est potentiellement dangereux. Les conséquences pour l'Europe, elles sont géantes déjà, parce que l'attaque de Poutine a réinventé l'OTAN. Il a réveillé l'esprit de défense en Europe dans l'OTAN. Donc il a réotanisé tout le système européen. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune base pour les positions françaises, défendues depuis des dizaines d'années avec plus d'énergie par Macron, mais c'était très très longtemps avant. Il n'y a plus aucune base. Aucune base. Alors, un jour, les Européens, avec l'Allemagne qui refait une armée, la Pologne, l'Ukraine qui sera dedans et dehors, et la France, il y aura une bataille complètement nouvelle, originale, sur qui va prendre le leadership sécuritaire en Europe après-demain. On n'en est pas là, mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec les milliers de colloques sur la défense européenne, qui étaient fondés sur l'idée que c'était autour de la France. Donc les positions françaises sont, pour le moment balayées. C'est pour ça que vous allez voir le président Macron adopter par tactique des positions complètement inattendues sur différents sujets. Et la France, en dehors de ça, a besoin d'un gigantesque programme de redressement sur tous les plans, le travail, etc. Alors donc je dirais que dans le tableau que j'ai fait très vite, le plus incertain, c'est les Européens. Parce que même s'ils deviennent, par la force des choses, plus réalistes, qui sont un peu moins bisounours, comme je disais chaque année ici, ils ne savent pas très bien ce qu'ils veulent, en fait, après.
Ils veulent être protégés par les États-Unis, mais est-ce que c'est éternel? Ils voudraient ne pas avoir affronté la Chine, mais est-ce que c'est possible? Ils veulent bien réinventer dans très très longtemps une coexistence pacifique avec la Russie, mais dans très longtemps, pas tout de suite. Le Sud, ils voudraient bien que le Sud ne bascule pas du côté chinois, mais comment faire? Et les sociétés européennes sont très, très, très perturbées, par ailleurs affaiblies par la crise générale de la démocratie représentative dans toutes les démocraties, où il y a une espèce de volonté violente de démocratie directe, inapplicable, avec les gouvernements qui essaient d'inventer la démocratie participative qui marche à moitié. Donc il y a un tableau dans lequel, malheureusement, ceux qui savent le moins ce qu'ils veulent, ce sont les Européens. Ils ont plein d'idées sympathiques, bien sûr, mais ils ont du mal à les articuler. Donc voilà comment je vois le compte à rebours global, la situation géopolitique globale. Il faut absolument que, de mon point de vue, les Européens arrivent à synthétiser quels sont leurs intérêts stratégiques. Or, il y a très 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 longtemps qu'ils ne pensent plus jamais en termes d'intérêts stratégiques. Et l'idée que la mondialisation est automatiquement bonne pour tout le monde a achevé de leur embrumer l'esprit. Donc il y a tout un travail conceptuel, idéologique, politique et pratique à faire. Désolé, c'est pas tellement enthousiasmant. Non, en tout cas, vous avez vu que le débat est posé brillamment par tous nos interlocuteurs. Et puisque la question posée par Hubert Védrine, c'est quelle sera la position de l'Europe. On a vu que l'Europe avait réussi à maintenir son unité dans le conflit ukrainien. Elle a réussi également à se réinventer d'une certaine manière, en relocalisant, même en produisant de façon commune, après les vaccins, des munitions pour l'Ukraine. Donc il y a eu beaucoup d'évolutions positives. Et en même temps, c'est vrai que l'Europe doit trouver sa voie. C'est pas facile. Alors, je vais me tourner vers l'ancienne ministre des Affaires étrangères espagnole. Qu'est-ce que vous répondez à Hubert Védrine, justement, sur cette Europe qui ne peut plus penser à son autonomie stratégique compte tenu de l'OTAN qui s'est renforcée par la guerre en Ukraine? Quelle est la voie pour l'Europe? Comment sortir de ce dilemme? Non, je réponds avec une expression française que j'adore, qui est « quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console ». Alors, le point de départ pour l'Europe est que l'Europe est beaucoup plus réaliste concernant ses forces, mais aussi concernant ses faiblesses. Et je crois que ce point de départ est très important, parce que la pire des choses qui peut nous arriver, c'est d'imaginer qu'on est un peu trop fort par rapport à nos vraies forces. Nous sommes une construction constante, mais nous avons aussi montré notre capacité à continuer à construire. On l'a fait pendant la crise de 2008, certes trop lent, certes trop coûteux. On a fait ça pendant la Covid, en faisant un pas majeur en intégration européenne, que moi, petite fonctionnaire européenne en 1996, j'aurais jamais imaginé la mutualisation de nos investissements. Ça, c'est un pas majeur et on l'a fait. Alors, certes, les pessimistes vont nous dire c'est qu'une fois et c'est oublié. Les optimistes vont dire ah oui, non, c'est génial, on va continuer comme ça, comme si de rien n'était. Les activistes que nous devons être doivent continuer à se battre chaque jour pour un plus d'Union européenne. Dans le monde d'aujourd'hui, entre la Chine et les États-Unis, la seule manière pour l'Union européenne et ses États membres, à commencer par la France, de survivre, c'est de faire des pas supplémentaires chaque jour dans la direction d'une Union européenne plus forte. C'est difficile. Oui, bien sûr, comme si c'était plus facile pour les Américains ou les Chinois. Merci. Alors, vous avez remarqué qu'on a parlé de la fin de l'Occident, enfin la fin du monopole de l'Occident, pour être précis, pour reprendre la formule d'Hubert Védrine. On n'a pas parlé de l'Afrique, alors qu'on a parlé du Sud global et de la nécessité, finalement, de dialoguer plus et de mieux faire entendre la voix des Européens ou des Occidentaux dans le Sud global. Ambassadeur Ricketts, comment vous répondez à cette volonté d'activisme de la ministre des Affaires étrangères espagnole? Et est-ce que l'Europe est obligée de choisir s'il y a un conflit entre la Chine et les États-Unis? Vous avez dit on est automatiquement du côté de Taïwan quand on est européen. Alors vous êtes britannique, mais est-ce que l'Europe doit choisir en cas de conflit entre Washington et Pékin? Alors, souvenons-nous
que nous n'aurons pas pu faire face à Poutine en Ukraine sans les États-Unis. Les États-Unis ont porté la plupart du fardeau de l'armement de l'Ukraine, aussi du financement de l'Ukraine jusqu'ici. Et alors, les États-Unis ont pris choix, ont choisi de se concentrer dans la sécurité européenne. Ils ne voulaient pas, ils voulaient se concentrer sur la Chine, mais ils ont accepté de renforcer énormément leur présence militaire en Europe, comme disait Monsieur le ministre, de réinventer l'OTAN pour une nouvelle guerre froide. Est-ce que nous allons rester à l'écart s'il y a une confrontation, un conflit entre l'USA et la Chine sur le Taïwan? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on peut attendre à ce que les Américains sont les alliés loyaux en Europe, mais que nous restons, we sit on the fence, s'il y a un conflit entre les deux. Je ne dis pas qu'on va envoyer des forces énormes, mais ça devrait être clair que notre intérêt sera l'état de droit. Si la Chine envahit Taïwan, c'est la même question, c'est le même problème qu'avec Poutine en Ukraine. Alors, on ne peut pas éviter de prendre place, mais sur le Global South, nous avons été beaucoup trop négligents depuis des années. On n'a pas fait attention que les Chinois et les Russes travaillaient dans ces pays. Ils apportaient leur argent, leur marché, leurs armements. Ils ont construit des positions fortes. Comment on fait pour être plus attentif au Sud global et finalement à convaincre le Sud global de nous entendre? Mais d'abord, arrêter d'être complètement obsédé par nos petites querelles en Europe, comme le Brexit, qui était une erreur manifeste, et aller passer beaucoup plus de temps dans les pays des non-alignés, écouter et puis répondre à leurs intérêts sur le climat par excellence. Merci. Hubert Védrine, vous vouliez réagir sur ce positionnement dans un éventuel conflit Chine-États-Unis? Je prends la question de Taïwan différemment de mon ami Ricketts parce que je ne crois pas que ça aura lieu, en fait. Je ne pense pas que même dans quelques années, la Chine prendra le risque géant, monstrueux, d'attaquer Taïwan. Parce que les États-Unis seront obligés de les empêcher. Sinon, la garantie américaine ne vaudrait plus rien nulle part. Même pas en Japon ou en Europe. Les Chinois le savent. Ils sont tellement sûrs d'eux qu'ils pensent y arriver par d'autres moyens. Donc je ne crois pas au scénario militaire. D'autre part, si je me trompe et qu'il y a un jour un scénario militaire, évidemment, les Européens ne sont pas du côté chinois. Ça ne peut pas exister, ça. Mais ils font tout pour que ça n'ait pas lieu. Et il y aura énormément de forces aux États-Unis, en Chine, dans toute l'Asie du Sud-Est et ailleurs, pour que ça n'ait pas lieu sous cette forme. Donc ça sera beaucoup plus sournois, beaucoup plus rusé, par d'autres méthodes que ça. Donc je ne crois pas que ce soit le scénario numéro un, mais comme beaucoup de gens y pensent, et que le Pentagone explique que la Chine pourrait attaquer en 2027, il y aura des actions par anticipation, vous voyez. Et je pense que ça va se dénouer autrement. C'est quoi le scénario numéro un? Vous avez dit que ce n'est pas le scénario numéro un. C'est quoi le scénario numéro un pour vous? Le jeu de Go. La Chine avance ses pions, la Chine menace, embête Taïwan, met la main sur certains îlots, fait des opérations cyber, développe un parti à Taïwan qui ne veut pas la guerre, etc., etc. Un truc dans ce genre-là, vous voyez. Un truc beaucoup plus sournois. Ils vont essayer d'éviter le conflit très, très, très compliqué. Donc il n'y a pas que ce scénario. Il peut se passer plein de choses. Quant à l'engagement, on a signé l'Alliance Atlantique. C'est les Européens qui l'ont demandé aux Américains. Ils ont supplié les Américains de les protéger. Il y a l'Alliance de 49, il y a l'article 5, donc ressuscité par Poutine, et qui a permis à l'Occident de se redécouvrir en camp du bien, formidable. Bon. Mais il n'y a pas d'alliance mondiale. Il n'y a pas d'alliance mondiale avec un article 5 qui nous oblige à suivre les États-Unis dans n'importe quoi. Sinon, on aurait été obligé de faire la guerre en Irak. Et le général de Gaulle n'aurait pas pu dire ce qu'il avait dit sur l'Indochine. On aurait obligé d'aller dans la guerre d'Indochine. Non, il n'y en a pas. Peut-être que le moment venu, il y a des cas où on dira on ne peut pas ne pas être avec les Américains, on y va. Mais parce qu'on aura décidé. C'est là où je défends ce que Macron, à mon avis, n'aurait pas dû dire. Il a dû le penser, mais pas le dire. Il n'y a pas de suivisme. Il n'y a pas de suivisme mondial.
Ou alors il faut renoncer tout de suite à l'idée qu'on va réussir à, disons, à renouer des liens avec les différents morceaux des non-alignés, d'abord en les divisant, parce que l'Inde, c'est pas la Chine, c'est pas l'Indonésie, les Africains, c'est pas la même chose. Et les non-alignés, il ne faut pas les aborder en tant que bloc occidental. Il faut les récupérer un par un, etc. Mélissa C'est pas un Bell. désaccord global, mais sur, Oui. vous voyez, ma projection n'est pas la même, quoi. Merci, Bernadette. Juste Mélissa Bell, votre réaction? Je rajouterai juste que, en attendant de savoir ce que fera ou pas la Chine, ce que fera Pékin ou pas par rapport à Taïwan, il y a aussi la position américaine. Je pense qu'il s'agissait là, l'Ukraine, d'un dernier soubresaut finalement d'une vision multilatéraliste où les États-Unis essaieraient d'amener le monde vers quelque chose de meilleur ou de plus libre. Finalement, la position républicaine a toujours été une position d'isolationnisme. C'est plutôt vers ça, à mon avis, à l'avenir qu'on ira. Et le temps que Pékin se décide à agir ou pas, les forces internes américaines auront changé beaucoup. Je pense sur la question de l'Ukraine, ça a été un soubresaut qui a montré la force d'un peuple qui voulait sa liberté, qui voulait la démocratie plutôt que l'autocratie. Mais au final, la force de Poutine, et je pense qu'ils approchent de la fin, mais la force de Poutine aura été, dès le départ et pendant des années avant, parce que finalement cette guerre nous a cristallisé des choses qui étaient déjà en cours. La position de Pékin et de Moscou depuis des années était qu'il fallait un monde multilatéral où les autocrates pouvaient être des autocrates, où le monde, les institutions occidentales n'étaient pas là pour donner des leçons. Et finalement, même si dans le court terme, Poutine perdra cette guerre, dans le long terme, cette position complètement différente de multilatéralisme, de minilatéralisme, on parle de ça, au cas par cas, avec des forces, des jeux de pouvoir plus instables, plus imprévisibles, des pays plus aussi prisonniers quelque part de leur division interne que décidés à agir en bloc. Je pense que c'est plutôt vers ça qu'on va. Et donc, sur le fond et sur le long terme, c'est l'argument de Pékin et de Moscou qui a gagné, à mon avis. Je rappelle que tout à l'heure, on va poser la question, on va demander à la salle de pouvoir interviewer les panélistes. Mais Mélissa, juste un point, il y a une question qui taraude beaucoup de gens. Dans un an, il y a l'élection américaine. Est-ce que Trump peut gagner l'élection? Et qu'est-ce que ça change s'il arrive au pouvoir à nouveau? C'est tellement imprévisible et je ne sais même pas si c'est la pire option à ce stade-là en regardant chez les Républicains. Tout est possible et je pense qu'eux-mêmes ne savent pas trop. Je pense que c'est pas mal le chaos. Et encore une fois, les États-Unis, là, sur l'Ukraine, comme l'OTAN, l'Occident s'est trouvé galvanisé avec derrière ces idéaux traditionnels, derrière cette idée de ce qu'était la démocratie, de ce que devait représenter cette idée de liberté, finalement. Mais au final, je ne sais pas si ça sera sur le long terme suffisant pour compenser les vraies fractures intellectuelles, au-delà d'économiques, idéologiques, au sein de nos sociétés. Sur le long terme, je pense ça. Alors, dernier point avec Jean-Marc Collanier. Hubert Védrine nous a dit que le conflit Pékin-Washington n'aura pas lieu, en tout cas pas de façon frontale, mais par contre, effectivement, on assistera à un gigantesque jeu de Go. Et dans ce jeu de Go, il y a la cybersécurité. On voit que même en France, le Parlement s'inquiète de TikTok. Comment les entreprises s'organisent vraiment? C'est-à-dire qu'on voit bien la menace, on voit bien les enjeux, on voit bien la nécessité d'avoir des firewalls, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises mènent une guerre permanente contre l'insécurité du cyber. Comment elles font? Je préfère utiliser le terme de résilience que de guerre permanente, c'est plus positif, parce qu'effectivement, le concept de résilience que j'ai développé, c'est véritablement l'enjeu principal pour le fonctionnement de toutes nos sociétés. On a la responsabilité de servir nos clients, la responsabilité de travailler avec nos employés, la responsabilité de se comporter et d'agir dans notre écosystème. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre pour les entreprises, c'est que le numérique est partout. Et s'il n'est pas encore dans certaines parties de la chaîne de valeur, il va y être. Donc le concept qu'on développe, c'est de protection du business, c'est de résilience du business. C'est-à-dire ce qu'il faut, c'est changer la culture des entreprises pour inculquer cette culture du risque. Mais ça veut dire quoi concrètement? Vous voyez les PDG, vous leur dites quoi? Ça veut dire qu'on forme. On s'aperçoit que très souvent, ce risque de cybersécurité, c'est beaucoup d'outils, c'est vrai, c'est beaucoup de technologies, mais c'est aussi une question de formation, c'est une question de process, c'est une question de
revue de gouvernance de ces risques d'entreprise. Donc en fait, ça devient quelque chose qu'on doit intégrer dans l'ensemble du fonctionnement de l'entreprise. Et la formation est un enjeu clé. Aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la plupart des risques qui émergent dans la réalité ne viennent pas nécessairement de la technologie, ils viennent des hommes et des femmes, qui n'ont pas appliqué les process, qui ne les ont pas suivis, ou qui viennent d'un manque de focalisation dans un certain nombre de parties de l'entreprise sur ces sujets-là. Donc c'est une transformation de fond. Et oui, il faut beaucoup d'outils, et il faudra plus d'outils, parce qu'aujourd'hui, avec le quantum computing qui arrive, l'intelligence artificielle, il y aura de plus en plus de possibilités de faire ces attaques. Mais c'est véritablement un changement culturel dans nos entreprises qui nécessite tous les instants, parce que le problème, c'est la partie faible qui est la plus fragile, et c'est par la partie faible souvent que l'on est surpris. Donc c'est ça que l'on fait. Beaucoup de technologie, mais aussi beaucoup d'éducation, de formation. Alors, je me tourne vers la salle. C'est intéressant de savoir ce que vous avez envie de demander aux panélistes. C'est vrai qu'on est dans un monde de grande incertitude. Je vous demanderai simplement de lever la main et de vous présenter, si vous avez une question, en indiquant la personne à qui vous souhaitez poser la question. Est-ce qu'il y a des micros? Il y a 2 questions là. Est-ce qu'il y a des micros possibles? Je vais vous donner mon micro, tenez. Bon, j'ai une question pour tout le monde, elle est un peu provocatrice à dessein. Est-ce que vous êtes conscient qu'en répondant à la question tectonique des blocs, la question a été mal posée? Parce que je ne vais pas refaire la différence entre communauté, alliance et bloc. Un bloc, c'était le pacte de Varsovie, où il y avait une absence de liberté, une intervention automatique lorsqu'un pays partait. Les États-Unis n'ont pas envahi la France en 1966. Et on ne vit pas dans un monde de blocs. Bloc veut dire absence de liberté et automatisme, engrenage, comme en 14. On n'est pas du tout là. On a une alliance atlantique qui est une liberté, et toute la gauche européenne l'a ralliée. Il y a un très bel article aujourd'hui dans le Courrier. L'organisation de Shanghai n'est pas un bloc, ce n'est pas une alliance militaire, les BRICS non plus. Donc, en marquant bloc, on augmente les peurs de la population, on crée une instabilité pour les entreprises et on trompe un peu le public en disant qu'on est à la veille d'une déclaration mondiale. Eh bien, alors, quelle est votre expression, puisque la tectonique des blocs, ce n'est pas la bonne? Quelle est l'expression que vous employez? Merci de vous présenter. Bon, Eugène Berg, ancien ambassadeur, j'ai eu la chance d'avoir un excellent ministre, Hubert Védrine, et donc je réponds à sa question de travail conceptuel. Alors, le monde, on est dans un groupe d'ensemble où il y a 3 grands ensembles qu'on a énumérés, c'est-à-dire OTAN élargi, avec évidemment Japon, tout ce qu'on veut, Corée du Sud. On a le monde des BRICS, Shanghai qui se regroupe, et on a les autres dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les autres, les exclus, les faubourgs de l'histoire. Et alors, quelle est votre question, Eugène? Ma question, c'est de dire qu'il faut sortir de cette expression qui est un peu anxiogène, de dire qu'on vit dans un monde de blocs, c'est-à-dire on est à la veille d'une guerre. Et moi, je ne crois pas qu'on est à la veille d'une guerre globale. Arantxa, vous voulez répondre? Est-ce qu'on est dans un monde de blocs ou pas? Et est-ce qu'on est à la veille d'une guerre ou pas? Je ne suis pas dans la futurologie. Tout ce que je peux dire, c'est que je crois qu'il y a quand même les risques d'une fragmentation de la gouvernance de ces mondes. Et que ces risques de fragmentation, qui est très clair du côté économique et commerce, par exemple, avec une partie du monde qui suivrait certaines règles commerciales et une autre partie du monde qui suivrait d'autres règles commerciales et une 3e partie du monde qui serait mis dans la situation de devoir choisir avec lesquelles parties du monde ils veulent faire du commerce international, est un risque qui existe. Alors, est-ce que de là, on peut imaginer qu'on va aller vers une 3e guerre mondiale? Moi, j'en sais rien, mais je crois que la phrase qui construit ce débat, c'est comment est-ce qu'on évite justement qu'il y ait une fragmentation, pas simplement idéologique, pas simplement géopolitique, mais aussi du côté économique. Je crois que ça, c'est juste, c'est une question qui est juste. Un petit mot, Jean-Marc Colagnier, oui. Oui, nous, on n'est pas du tout dans cette perspective de guerre. On est dans une perspective où on pense que d'abord la globalisation continue. C'est ce que j'ai expliqué. Je
pense qu'on va vers une régionalisation du monde, ça c'est à peu près clair. Le contour de ces régions, comme vous le dites, va se clarifier probablement dans les années qui viennent. Ce qu'on craint, nous, c'est qu'effectivement, il y a un jour une logique de bloc, on doit faire un choix entre une partie du monde et une autre. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on voit, ce n'est pas du tout ce qu'on promeut en tant qu'entreprise. Tous mes collègues chefs d'entreprise à travers le monde poussent pour conserver la mondialisation, les entreprises européennes en particulier, parce que c'est celles qui, aujourd'hui, sont le plus bénéficiaires de la globalisation. Donc, nous, on a plutôt un rôle modérateur. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Maintenant, est-ce que les hommes politiques nous écoutent? Ça, je ne suis pas sûr. Mais par contre, c'est ce que l'on promeut. Merci. Une question dans la salle. Oui. Donc, Guillaume Clossard, président d'Europanova, ancien Sherpa au Conseil européen. J'ai en fait deux questions, parce que Arantxa a très justement dit qu'il fallait, je ne sais pas si c'est le mot activiste, mais il faut des dynamiques d'acteurs. On sait qu'au lendemain de la guerre, les industriels, les politiques, les scientifiques se sont rassemblés pour essayer de faire que l'Europe existe. Et cette dynamique-là, elle n'existe plus véritablement, parce que Davos, parce que Bilderberg, etc., se sont éloignés des sujets européens. Et donc les Européens n'ont pas de lieu où penser véritablement l'avenir. Et quand on n'a pas de lieu où penser l'avenir, eh ben on n'est pas en mesure de défendre ses intérêts, notamment ses intérêts industriels. Donc comment on fait pour les créer? Et la seconde question, c'est la question que Sir Peter, que je connais bien, a posée, c'est sur les alliances. Je suis tout à fait d'accord sur les alliances avec les États-Unis. Mais quand vous allez à Washington et à New York, comme j'y ai été à plusieurs reprises ces derniers temps, on voit qu'il y a de plus en plus de va-t-en-guerre, aussi bien chez les républicains que chez les démocrates, et que l'idée est de dire l'Europe va suivre, et profitons de cette guerre pour créer les conditions du décrochage. Décrochage technologique, décrochage géopolitique et décrochage environnemental. Alors la question. Et donc la question, c'est en fait, ce que disent les Américains, c'est si les Européens reprennent le leadership technologique, on pourra discuter et faire une véritable alliance. Sinon, ils suivent. Comment on crée ce leadership technologique? Parce que c'est le point de fond, et c'est exactement la même question en Chine. Ambassadeur Riquet, vous voulez répondre sur les alliances, justement? Décrochage, c'est pas ça que les Américains cherchent. Ils cherchent une fracture avec la Chine, je pense. Et moi, je n'utilise pas le mot bloc, mais plutôt sphère d'intérêt. Et sphère d'intérêt dessinée par les systèmes économiques, financiers, systèmes digital, les internets de plus en plus séparés. Alors, deux mondes séparés, dérisqués, d'utiliser le mot de Ursula von der Leyen. Et les Américains voient l'Europe, les alliés asiatiques et nous avec eux dans la même sphère d'intérêt, mais absolument, il y a un protectionnisme américain, il y a une élection qui vient, le IRA est clairement protectionniste et ça va encourager une nationalisation des jeunes valeurs, des supply chains, des technologies nouvelles, et il faut lutter contre ça. Il faut essayer de faire ça entre amis plutôt que renationaliser les technologies et les supply chains. Avant de conclure, merci. On prend une question dans la salle, vite, parce qu'il ne reste que 5 minutes. Et donc, monsieur, votre question, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un là-bas. Vous aviez une question aussi? Courte question, courte réponse. Oui, merci pour voilà, le micro. Je me présente, je m'appelle Jean Gilbert, je travaille dans le domaine de l'insertion. Je pose ma question en regardant l'Afrique et je regarde le cœur de ce continent. À l'ère plutôt où nous parlons transition énergétique, biodiversité, il y a un pays grand, 4 fois comme plus que la France, c'est la République démocratique du Congo. Je voulais savoir quelles sont les relations de l'Europe et de la France vis-à-vis du continent africain à travers ce pays qui est présenté comme un pays solution en termes de la transition énergétique et de la biodiversité. Merci. Alors, ok, et je prends la dernière question ici, comme ça on répondra aux deux en même temps. Arantxa, vous allez répondre sur l'Afrique et l'Europe, s'il vous plaît. Mais le jeune homme, là, allez-y, dites-moi qui vous êtes et quelle est votre question, rapidement. Merci. Bonjour, Enzo Menestre, étudiant à Sciences Po Lille. Vous avez quasiment tous évoqué à raison l'unité de l'Europe, en tout cas sur le plan idéologique, dans le potentiel conflit entre les États-Unis et la Chine.
Est-ce que cette unité européenne, elle ne peut pas être remise en question face à la montée des démocraties illibérales, pour reprendre le terme de Farid Zakaria, en Hongrie depuis l'arrivée de Viktor Orban, mais aussi dans une moindre mesure en Pologne et en Slovaquie? Est-ce que cette unité européenne n'est pas potentiellement menacée par la montée de ces régimes illibéraux? Merci. Alors, Urbain Védrine, peut-être sur l'unité de l'Europe, vous avez une vision de ce qui nous attend, compte tenu effectivement des évolutions politiques dans certains pays? Non, je suis désolé, mais il y a trop de questions intéressantes à la fin et on n'a pas le temps. Mais attendez, je voudrais faire une remarque. La difficulté que nous avons entre nous pour trouver les termes exacts pour définir la situation sur la mondialisation, par exemple, globalisation, fragmentation, découplage, dérisquage, bloc ou pas bloc, c'est inévitable parce que pendant 20 ou 30 ans, on a employé des termes tellement simplistes, tellement inexacts en macroéconomie, en géopolitique, sur la mondialisation, c'était devenu tellement simplé que ça ne désignait plus rien. Et comme ça ne fonctionne plus du tout comme les gens croyaient, que ça explose en des tas de formules qui ne coïncident pas. Par exemple, le mot de communauté internationale, vous l'entendez tout le temps. Il n'y a pas de communauté internationale. Le terme de communauté est un terme chaleureux. Vous ne sentez pas en communauté avec Poutine ou avec la Chine peut-être agressive ou avec les islamistes. Donc il y a plein de mots comme ça qui encombrent totalement les discours quotidiens et même les colloques. Donc on ne sait plus de quoi on parle. Ce qui fait que sur n'importe quel sujet, il faut passer un quart d'heure. Alors dites-nous quand même un mot sur l'Europe, l'unité de l'Europe. L'Europe, moi je pense, je suis très subsidiarité. Je pense que l'Europe devrait se concentrer sur des points essentiels, qui est de défendre sa civilisation par rapport au monde. Donc je ne pense pas que ce soit le but de la Commission, du Parlement, de normaliser l'ensemble des États membres et l'ensemble des groupes pour aboutir à une sorte de société européenne idéale. Ça ne marchera pas en fait. D'ailleurs aujourd'hui, on ferait un traité plus intégrationniste en Europe, on n'arriverait même pas à le conclure et il ne serait pas ratifié. Donc il faut qu'à propos de l'Europe, je réponds qu'il faut un deal historique, un accord, un contrat entre les élites européennes, européistes, intégrationnistes, mondialistes, etc., et les peuples. Les peuples ont décroché. Il n'y a pas une majorité de pro-européens dans les peuples. Il y a une minorité, petite minorité d'anti-européens, et il y a une grosse majorité de sceptiques, mais il ne faut pas employer le mot sceptique comme étant hostile, c'est autre chose. Et en Europe, les sceptiques peuvent redevenir pro-européens si l'Europe redéfinit ses objectifs de façon plus concrète, plus limitée, plus stratégique sur les choses essentielles. Merci Hubert et Védrine. Une phrase de l'ambassadeur Ricketts et ensuite on conclut avec Arantxa González. On n'a pas oublié la question sur l'Afrique et l'Europe. Alors je réponds sur la question d'unité de l'Europe. À mon avis, il faut arrêter d'imaginer qu'on peut mettre tous les pays dans le même moule. L'idée d'intégration avec un seul modèle en Europe ne marche plus. Il faut assumer la diversité. La différence, ça peut être une force. Et en ça, et pour dire un mot sur le Royaume-Uni, il faut trouver un moyen de vivre avec un pays tiers qui était un membre important, qui reste une puissance militaire importante, de trouver une nouvelle coopération entre ce pays tiers qui est aussi ami et partenaire de tous les pays en Europe. Merci. Merci Arantxa. En guise de conclusion, alors l'Europe et l'Afrique. Alors l'Europe est le seul endroit au monde où on est capable de croiser trois choses. Une économie compétitive, une solidarité et la démocratie. Et si on perd la démocratie, on n'est pas l'Europe. Et donc oui, il faut se préoccuper, pas seulement de la démocratie ailleurs, il faut se préoccuper de la démocratie chez nous. C'est ce qui fait de l'Europe l'Europe. Pour l'Afrique, l'Afrique fait face aux mêmes difficultés que l'Europe. Elle ne veut pas un monde où c'est l'Est contre l'Ouest et il faut choisir. Et c'est la raison pour laquelle l'Europe devrait être beaucoup plus attentive aux besoins, aux intérêts et aux opportunités en Afrique. On a Lionel Sansou, et je crois qu'il avait des mots très justes. Donc une Europe qui s'occupe, se préoccupe et s'intéresse un peu plus de l'Afrique et une Afrique qui travaille beaucoup plus avec l'Union européenne en termes de partenaires, à commencer par les changements climatiques où les deux, Europe et Afrique, nous avons fait nos devoirs
Eux, ils n'avaient pas de devoir à faire parce que c'est 1% des émissions au monde, mais nous deux, nous devons nous battre ensemble pour que les émissions des autres puissent être réduites si on veut continuer à exister dans cette planète. Merci beaucoup, merci à tous les panélistes, je vous demande de les applaudir et bonne continuation dans les autres conférences des rencontres d'Aix. Merci. Merci à vous.